mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Commémoration hier jeudi du 218e anniversaire de la bataille de Vertières. La cérémonie protocolaire officielle s'est déroulée sans incident au musée du Panthéon national Mupana. Les militaires haïtiens sont attristés par l'incapacité des forces armées d'Haïti, FADH, à rétablir l'ordre et la sécurité publique. Le major Eddy Marcenin a fait remarquer qu'il faut tout simplement à l'armée un char d'assaut, 2 véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat pour éradiquer les gangs. Plus de 800 enfants venant du Mexique ont été rapatriés en Haïti pendant le mois de septembre, selon l'Organisation des Cœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti, OCCEDH. La cérémonie protocolaire officielle de commémoration de la bataille de Vertières s'est déroulée hier sans incident au musée du Panthéon national Mupana. Il n'y a eu ni fusillade des gangs armés, ni manifestation populaire violente. Les membres du gouvernement, le général en chef de l'armée, M. Jodel Lesage, et des membres du haut état-major ainsi que quelques diplomates étrangers ont assisté à la cérémonie. Toutefois, le Premier ministre Ariel Henry et les autres officiels, redoutant peut-être des perturbations, avaient préparé des discours relativement courts. La cérémonie, avec 3 discours, s'est déroulée en 60 minutes. La bataille de Vertières du 18 novembre 1803 est l'aboutissement de la volonté d'être libre. La victoire des troupes indigènes sur l'armée napoléonienne a ouvert la voie à l'indépendance et à la souveraineté nationale. La transcendance de 1803 devrait aujourd'hui être le maître mot qui guide nos actions. Nous ne pourrons jamais affronter les défis de l'heure en grain 5. Nous avons l'obligation de rééditer 1803 à cause des urgences et des problèmes auxquels fait face notre nation. Nous devons mener un combat sans merci pour parvenir à aplanir les sentiers et faire taire nos divergences en vue de continuer sur la voie de la démocratie. Pour y parvenir, nous devons transcender nos querelles, consentir des sacrifices énormes, aller au-delà de nous-mêmes et emprunter la voie du consensus. 1803 est un exemple extraordinaire d'unité nationale et de dépassement de soi. Dans l'un de mes derniers messages, j'avais souligné l'esprit de grandeur des généraux noirs et mulâtres à l'Arcaïa. Ils se sont unis pour nous donner un symbole impérissable, le drapeau national. En dépit de nos nombreuses contraintes, nos agents des forces de l'ordre, en l'occurrence les forces armées d'Haïti et la police nationale, ont démontré qu'ils étaient capables de remplir leur mission. En pile monde a plaidé, dit la MEA avec la police là, pas qu'à sier cajou insécurité. Yo pas jamais qu'à entendre yo pour faire job là bien. Même des gens qui t'a demandé pour ces militaires l'autre pays qui vous débarquer pour venir mettre l'ordre la caille. Moi j'ai toujours pensé ça pas vrai. Moi j'ai toujours cru si nous baillons force publique nous moyens, si nous baillons matériel, si nous baillons encadrement avec bon entraînement, yo ka gérer problème insécurité quelques malveillants à entretenir dans le pays. Si nous commençons à marquer quelques points aujourd'hui sous bandit à gang yo, c'est grâce à détermination, grâce à courage, jeunes garçons, à jeunes femmes qui dans la police là, et dans la meilleure. Aujourd'hui,
l'ennemi peuple haïtien, c'est pas ti messieurs qui nan gang yo. L'ennemi peuple haïtien, jodia, c'est moun qui met zam nan main yo. C'est moun qui a fourni yo munitions. C'est moun qui a fait gros l'argent dans le trafic illégal zam ak munitions. C'est moun qui a servi à gang pour bailler pression politique. C'est moun qui croit c'est gang qui vous permettent de gagner élection. C'est l'ennemi ça yo pour nous combattre jodia avec même détermination, avec même courage l'armée indigène là. Le cœur n'est pas à la fête pour les militaires haïtiens qui ont commémoré hier, 18 novembre, le 218e anniversaire de la bataille de Vertières. Les militaires haïtiens sont attristés par l'incapacité des forces armées d'Haïti, FADH, à rétablir l'ordre et la sécurité publique. Le major Eddy Marcelin a, lors de la cérémonie officielle jeudi au Panthéon, au musée du Panthéon, Mupana, exprimé la douleur de ses frères d'armes qui assistent impuissants aux violences quotidiennes des gangs armés. En larmes, le major a confirmé que les autorités gouvernementales n'ont pas pu fournir les équipements nécessaires pour mettre un terme à la terreur des gangs. Tous les Haïtiens doivent se mobiliser afin d'exiger justice en faveur du président Jovenel Moïse. C'est ce qu'a fait savoir l'ancien ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Tous les auteurs et complices de ce meurtre doivent être jugés et punis conformément à la loi, a-t-il affirmé. Génération, ça me pense que nous devons faire tout ça capable pour nous contribuer, pour que nous goumens. Il y en a qui dans le pouvoir aujourd'hui ont plus intérêt pour que Jovenel joigne justice que Jovenel va gagner justice. Parce que ça qui s'est passé avec Jovenel Moïse, pour moi, c'est lui qui est réservé à eux. Et parce que les groupes d'intérêt sont très forts. L'assassinat de Jovenel Moïse, comme président de la République, est un déclencheur vers quelque chose qui pourra être très compliqué, qui a fini éventuellement par un massacre sous une forme ou sous une autre. Avant que nous soyons conscients, parce que nous sommes, nous sommes toujours une autodestruction inconsciente de la société. Nous avons détruit la société, nous ne pouvons même rendre nous compte que nous avons détruit. Mais à partir de cette phase, ça va permettre nous, en tant que peuple, pour nous prendre conscience que nous sommes les ennemis de cette nation. Et comment qu'on est pour nous transformer nous en des amis de cette nation, pour nous dire comme nous aimons, nous amis, nous voulons, en nous menant puis devant, et c'est nous tous ensemble. L'Organisation des Chœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti, OCCEDH, appelle les autorités concernées à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants en Haïti. Par ailleurs, l'OCCEDH annonce que 800 enfants venant du Mexique ont été rapatriés depuis fin septembre lors de la déportation massive et demandant aux autorités d'agir. Depuis fin mois de septembre, nous avons recevoir Timoun rapatrié, nous avons 800 Timoun qui sont sortis en bas pour Mexique, ça qui sorti Chili, Mexique. Donc, ils viennent là aujourd'hui, mais en début de tout, c'est Haïtiens qui côté en Haïti, mais est-ce que nous carocher? Non, nous avons une équipe qui est là, qui recevoir, qui joue un petit monde, travaille avec eux, nous avons un bien-être social, qui est là tout au niveau, bon côté par eux, qui sont instances étatiques, qui recensent les petits monde, qui prennent des informations, qui prennent regarder avec ensemble partenaires, qui plaidoyer, qui a fait. Pour les petits monde, parce que la majorité là-dedans, c'est espagnol, ils parlent. Donc nous-mêmes travaillons par nous aujourd'hui, nous là pour nous sensibiliser, notables, pour nous sensibiliser, autorités étatiques, pour nous dire, bon, quel que soit le monde qui a parlé de changement Haïti, donc nous regrettons que si on ne pas passer par Timoun aujourd'hui, si on ne pas passer par jeunes aujourd'hui pour nous dire que nous mettons des outils, nous mettons des métiers dans les mains, donc si c'est comme ça que nous retenons que le pays a aller, puis bien regret parce que Timoun, les ont délaissé pour compte. Dans le quartier, dans la section communale,
il va bailler l'autre résultat que résultat que n'a bien aujourd'hui. Donc chaque grand haïtien, au moins pour une fois, on nous mette tête nous ensemble, pour nous chiter ensemble pour nous dire au moins qui tombe bagay qui positif pour pays pour au moins notre nation yo ka suspendre humilier nous pour nous ramasser ça comme dignité. Mais pour nous faire c'est sûr que nous pas gen l'autre gens que n'a fait, c'est avec timoun yo, avec jeunes femmes, jeunes garçons aujourd'hui. Plus de 3 mois après le tremblement de terre du 14 août dernier, la situation des sinistrés peine à s'améliorer dans le grand sud du pays. Pourtant, peu de temps après la catastrophe, des organisations nationales et internationales s'empressaient de venir au secours des victimes. Voilà pourquoi l'organisation citoyenne de l'action publique haïtien, OCAP, a invité les membres de la société civile dans la région sud, notamment, à se solidariser pour une bonne gestion et une meilleure surveillance des aides destinées aux victimes. Retour sur la situation post-séisme dans ce dossier avec Jean-Jules Desaugustes. Peu de temps après le tremblement de terre du 14 août 2021 ayant touché les départements du Sud, des Nip et de la Gandance, l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti, OCAF, a invité toutes les forces vives de la vie nationale, notamment celles évoluant dans la région sud du pays, à se solidariser pour faciliter une bonne surveillance permanente et une meilleure gestion des aides destinées aux victimes du séisme, compte tenu de l'expérience désastreuse de la catastrophe du 12 janvier 2010. Mais malgré le temps qui passe, la situation des sinistrés peine à s'améliorer dans la région sud d'Haïti où les routes, les infrastructures commerciales, touristiques, religieuses et scolaires ont été sévèrement endommagées, selon le constat des journalistes locaux. Au niveau sanitaire, il y a un gros problème dans le département sud, puisque nous connaissons un problème gaz qui a ravagé le pays en soi. Eh bien, nous avons un peu de monde qui est amputé. Nous avons un peu de monde amputé, environ 10% de la population, selon le chiffre du ministère de la Santé publique, plus de 10% de la population qui ont amputé. Nous connaissons qu'il y a environ 40% d'infrastructures sanitaires qui ont même été très endommagées. Par contre, il y a qui reconstruit dans mon parlé là. Au niveau infrastructure comment ça y est, faut nous dire que gagner dans zone côte là, toujours gain problème, toujours gain zone qui est difficile d'accès. Des membres de la population sont encore dans l'attente d'une amélioration de leurs conditions de vie. 3 mois après tremblement de terre là, pas vraiment gagné rien qui changeait, toujours gain une situation humanitaire toujours par exemple sur le terrain Gabion, ou prend dans zone Momon, ou prend terrain Calaco, ou prend terrain Papanuma, zone ça yo toujours gagner moun là-dedans yo et situation moun yo très précaire puisque dans la recherche nous fait dans parler avec moun sa yo gagne des maladies qui a développé dedans par exemple pile gratel si on constate gagne pile gratel yo même y a développé gagne maladie diarrhéique tout qui au même tout a développé en dedans centre ça yo c'est des centres capable dire qui gagne mais c'est pas l'état qui institue yo mais c'est des monde qui pas vraiment gagne côté pour aller par exemple derrière là c'est l'église Sacré-Cœur une l'église qui était lui-même touchée après tremblement de terre là et c'est l'église Sacré-Cœur qui était posé en pile problème maintenant qui est allié donc c'est dire en gros pas vraiment gagné rien qui fait dans le Grand Sud là 3 mois après passage tremblement de terre ça qui était pour aller plus passer 2000 moun chrétiens vivants et qui va faire plusieurs blessés c'est comme ça situation les mêmes liés dans Grand Sud là et dans ville Okaï. Et l'agent intérimaire des Cayes, chef-lieu du département du Sud, le disait il y a peu. Les dégâts enregistrés lors de ce tremblement de terre de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter sont importants et la mairesse de la ville de Cayes parle des problèmes qu'elle rencontre avec amertume. Tout le monde avec béton, ils construit pour nous et caillou crasé. Nous ne pouvons pas arriver sur eux dans section yo, nous pas suffisamment de bras pour nous arriver sur eux aussi rapidement. Tout le monde a besoin nous intervenir rapide mais l'intervention pas aller aussi rapide. Faut tout le moyen logistique qu'il faut mairie a gagner carburant. Nous bah ça a passé son crise pendant la pénurie de carburant. Il passé son crise pendant la crise Covid. Il passé son crise quand on pas refaire de émotions pays à traverser des émotions politiques par le président ou fait mettre et des ministres etc. Il passé la veille ou fête patronale côté noir sur blanc ou changer ou telle ambiance de fête. Tout le monde demande autorisation dans toute la rue, c'est des soccer, c'est théâtre de rue, c'est fashion show, etc. C'est bal qui a annoncé et puis samedi tout bagage changé, cap tout bagage changé qu'on a c'est tout est à refaire.
Il y a le vide institutionnel, mais aussi il y a les tentatives du gouvernement pour redresser la barque, selon la ministre du Tourisme, Cassandra François, membre du gouvernement chargé d'évaluer la situation après le tremblement de terre. Primature lancer des travaux pour nous capable faire comment pour nous capable aider secteur tout secteur relevé et ministère touristique il y a deux cadres qui travaillent avec comité ça qui pour travailler sur PDNA qui c'est Post Disaster Needs Assessment. Donc c'est une évaluation qui va le fait de besoins, de pertes et des dommages au niveau de tout secteur et qui gens pour capable relever économiquement. Et depuis, l'on ne compte plus les pays amis qui apportent leur solidarité à Haïti. Pourtant, l'État s'est révélé incapable de convaincre la population de sa capacité à répondre aux urgences. Mais malgré tout, la direction de la protection civile a annoncé la fin d'une étape et le début d'une autre, selon le directeur général Jerry Chandler. La phase que nous appelons la phase de soudure, qui est la phase intermédiaire entre la phase de la première réponse et la phase de relèvement et reconstruction. Soudure. Donc on est à mi-chemin entre les deux. Mi-chemin pourquoi? Parce que nous avons arrêté les recherches et sauvetages, les opérations de recherche et de sauvetage sont terminées, mais nous continuons quand même les opérations d'assistance humanitaire. Pendant que nous sommes en train de travailler, ou du moins le système en général est en train de travailler sur la reconstruction à travers justement sous le lead du ministère de la Planification et de la Coopération haïtienne. Le gouvernement tente de se montrer à la hauteur de l'urgence, mais à chaque fois, il se laisse rattraper par les faiblesses du système qui, déjà en temps normal, arrivait à peine à assurer ses missions régaliennes. Mais heureusement, il y a des pays amis à voler au secours d'Haïti en temps de détresse et de catastrophes majeures. Mais même si l'on change d'étape, le bilan reste lourd et les victimes à dénombrer restent encore immenses dans le grand sud du pays. Nous avons malheureusement dénombré 2248 morts, d'accord? Nous avons 12 763 blessés et 329 personnes portées disparues. Et nous avons aussi malheureusement dénombré 83 000 maisons qui sont endommagées à divers degrés, donc l'évaluation est en cours, mais nous avons 53 500 maisons qui sont confirmées comme maisons détruites. Donc ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, comme je dis, à notre rapport d'étape, nous annonçons, comme je dis, la fin de la période de sauvetage et de secours, mais nous ouvrons aussi la période d'évaluation approfondie au niveau des secteurs. Un exemple, c'est le fait que là maintenant, le secteur de la construction, le secteur des travaux publics va travailler sur l'évaluation approfondie. Donc voir rapidement quelles maisons sont encore viables, donc jaunes, quelles maisons n'ont aucun dégât, donc vertes, mais quelles maisons sont dangereuses, donc rouges, à détruire et à reprendre. Donc encore, ce sont justement ces actions-là maintenant qui sont en cours rapidement, de manière à ce que nous puissions nous préparer à la reconstruction et au relèvement. Le pays doit se relever, même s'il est encore difficile pour la population d'oublier les séquelles du séisme, malgré les crises multiformes qui rongent la population haïtienne et qui ont un impact direct sur le grand sud d'Haïti, sur les plans sécuritaires, politiques, économiques et humanitaires. À cela s'ajoute notamment la disparité socio-économique dans le grand sud d'Haïti. Et le gouvernement, en dépit de ses faibles moyens, tente encore de redresser la barque pour faire naître l'espoir. Même si les secours aux personnes victimes du tremblement de terre sont venus de toutes parts, mais la responsabilité d'un État, c'est de prendre soin de sa population au moment des catastrophes naturelles pour lui permettre de se relever. Et le ministre de la Planification et de la Coopération externe, lors d'un atelier le mardi 9 novembre, a tenu à faire le point sur l'état d'avancement des actions entreprises par le gouvernement pour le relèvement dans le grand sud du pays, 3 mois après le tremblement de terre du 14 août 2021. L'idée d'une telle initiative est d'élaborer un plan de relèvement et de reconstruction post-séisme, ainsi qu'un plan de relèvement intégré de la péninsule sud, la plus affectée par ce tremblement de terre, selon Dieuseul Simon Dera, ministre de la Planification et de la Coopération externe. Les travaux du PDNA ont été conduits à la satisfaction des parties et le Premier ministre a déjà validé la vision. Les principes directeurs ainsi que les lignes directrices du relèvement de la reconstruction de la péninsule sud, les défis et les enjeux sont de taille dans le pays en général, mais dans la péninsule sud en particulier. L'exercice du PDNA a été crucial pour comprendre l'immensité des problèmes engendrés par le séisme du 14 août 2021. Cependant, il est insuffisant pour aborder la problématique complexe de relèvement et de reconstruction.
C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'appui du partenariat tripartite et de la BID, nous sommes très heureux de lancer l'atelier d'orientation du cadre de relèvement et de reconstruction de la péninsule Sud. Cet atelier marque la deuxième phase de même processus qui concourt au rétablissement du cadre de gouvernance, de la relance économique, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'inclusion sociale. Tel est ici le cadre fédérateur du relèvement et de la reconstruction de la péninsule Sud. Ce cadre de relèvement et de reconstruction ne doit nullement s'éloigner de la vision nationale et de priorités nationales de développement édictées par le plan stratégique de développement d'Haïti. Mais en définitive, en dépit des difficultés auxquelles font face les membres de la population, tout n'est pas encore perdu et la ministre Cassandra François se veut rassurante. Depuis qu'il y a la vie, il y a espoir. Cette catastrophe naturelle est venue hanter la vie en Haïti un mois après l'assassinat du président de la République Jovenel Moïse, soit le 7 juillet 2021, et après plus de 10 ans du séisme du 12 janvier 2010. En ce qui a trait au tremblement de terre, 3 mois plus tard, le bilan des acteurs se révèle encore peu satisfaisant. Ce qui vient confirmer l'initiative de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti, OCAF, qui a demandé à toutes les forces vives de la nation, notamment à celles évoluant dans la région sud du pays, de se solidariser pour une surveillance permanente de la gestion des aides destinées aux victimes du séisme. Mardi dernier, nous avions abordé le grand thème du rôle de l'État dans l'économie et nous nous étions attachés à voir comment ça se passait dans ce qu'on a appelé les démocraties occidentales, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis, l'Europe, enfin bon, toutes les grandes démocraties du monde. Aujourd'hui, en deuxième partie, nous allons plutôt essayer de voir comment ça se passe dans le capitalisme d'État. Capitalisme d'État, les deux plus grands exemples de pays où se pratique le capitalisme d'État sont bien entendu la Russie d'un côté, la Russie de Poutine, et la Chine de Xi Jinping. Et plus près de nous, beaucoup plus près de nous, également Cuba. Alors, c'est quoi un capitalisme d'État? En quoi cela consiste? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce système? Nous avons avec nous, comme d'habitude, l'ami William Savary, économiste et également fondateur et président du Haitian Stock Exchange. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. Tout le monde est salué. Bien, alors donc, et aujourd'hui on voit le capitalisme d'État, dont je viens de dire que les deux pays les plus représentatifs sont évidemment la Chine et la Russie, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'on peut dire que la Russie est une dictature Probablement, pour la Chine, ça ne fait aucun doute. Bon, alors on doit se mettre d'accord au prime abord que l'État, le capitalisme d'État ne veut pas dire l'État-providence. C'est la première chose. C'est pas l'État, les citoyens de ces pays-là ne visent pas à tout recevoir de l'État, l'éducation, la santé, la sécurité. Donc ça c'est la première chose qu'il faut d'abord qu'on se mette d'accord là-dessus. Et on peut même dire que l'État-providence, c'est l'apanage des démocraties occidentales. Absolument. C'est là que l'État-providence est né, d'ailleurs en Grande-Bretagne. D'abord, avant d'aller ailleurs. Avec l'État-providence, il faut aussi signaler que c'est une conception qui a pénétré le langage politique et plusieurs candidats, en menant leur campagne, font croire à l'électorat que c'est eux qui vont résoudre leurs problèmes. C'est eux qui vont apporter les solutions aux problèmes journaliers d'emploi, de chômage, de coproduction, etc. Donc, ça rend, ceci a acquis au fil des temps une signification qui rend la population dépendante de l'État. Donc ça, c'est
il faut d'abord évacuer ça. Ainsi, les gens savent que nous ne voulons pas dire une situation où l'État où l'État cherche à remplacer la volonté individuelle ou l'initiative individuelle. Hein? Très bien. Maintenant, au niveau du capitalisme d'État, ce qui est entendu, c'est vraiment une situation où l'État joue un rôle important dans le développement économique d'une nation. Maintenant, un développement économique basé sur la rentabilité du capital. Parce que lorsqu'on parle du capitalisme, la première chose qu'il faut au prime abord accepter, que le capital investi doit être rentable. Et l'un des problèmes qu'il y a eu, par exemple, à l'Union soviétique, c'est qu'avec les investissements qui ont eu lieu avant l'arrivée de Poutine, pendant la période de transition de bolcheviks, Staline, etc., c'était des investissements qui avaient un but social, donc qui visait à résoudre les inégalités sociales. Donc, avec le temps, ceci a subi une métamorphose, les sociétés ont subi une métamorphose, la politique également a subi une métamorphose, où la rentabilité, avec la chute de l'éclatement de l'Union soviétique, où la rentabilité est devenue, a été acceptée comme un modus operandi du capital investi. Donc ça, lorsque nous parlons du capitalisme d'État, c'est une structure administrative d'un territoire où l'État joue un rôle important dans les décisions économiques d'investissement qui se font. William, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord définir le capitalisme d'État, et là je parle dans l'optique historique de la chose, comme le capitalisme d'État se pratique dans des pays où l'État est seul et unique propriétaire aussi bien de la production que de la répartition. La propriété privée, jusqu'à récemment en Chine, et à Cuba et en Russie, n'existait pas. Bon, disons que l'État était propriétaire de tout. Non, disons, c'est une question importante parce que ce qui est évoqué dans cette question, c'est la question, qui détient les moyens de production. Oui. Eh bien, maintenant, au départ, dans le capitalisme d'État, c'était l'État. Mais maintenant, parce qu'il n'y avait pas de propriété privée. Il faut d'abord dire que ça commence d'abord par le foncier. Donc, où l'État est propriétaire du foncier. Parce que le foncier. De l'agriculture, etc. Et à partir, parce qu'il y a, en fait, même Mao Tse-tung a dit une fois que toute fortune, bon, ça date bien sûr de Thomas Kennedy de l'agriculture en France, mais Marie en 1695, 1725, mais Mao avait accepté ce principe comme étant, avait accepté l'agriculture comme la source fondamentale de toute fortune. Dessalines d'ailleurs et Toussaint aussi avaient accepté la même chose. Maintenant, être propriétaire du foncier et ce qui a permis par exemple l'ascendance de l'Angleterre, c'était pas d'être propriétaire de foncier seulement, mais de dominer le commerce. Donc, à l'opposé du foncier, il y a l'évolution du commerce qui a permis aussi que la fortune se crée à partir de la manufacture. Voilà, donc, absolument. Donc, et depuis, on a vécu l'évolution de ces deux et par exemple la colonisation qu'on a connue dans les années 1800, 1700, etc., c'était une colonisation basée où les États où les métropoles, pour s'enrichir, pensaient qu'ils devaient accumuler beaucoup plus de foncier. D'où la conquête de territoire et la mise en esclavage des peuples et de les faire travailler à leur profit. La terre. La terre. Donc la terre a constitué pendant longtemps la source principale de la fortune des nations et à l'opposé en fait, ça a été le même cas pendant la période de la féodalité. Mais tout ceci s'est trouvé opposé à l'évolution du commerce, l'évolution des négoces, l'évolution de la manufacture, qui a vu la création d'une classe ouvrière et avec tout ceci, une transformation totale de la société. Maintenant, bien sûr. Oui, mais ça a été le grand tournant, ça a été la révolution industrielle, évidemment, laquelle n'a été rendue possible que par l'invention de la machine à vapeur de M. Pépin, etc., etc. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que dans tout ce capitalisme d'État, au départ, l'État était
propriétaire des moyens de production et il était le seul aussi à répartir. Faire la répartition. La production de la production. Voilà, la production de la production. Bon, ce qui a amené la faillite de l'Union soviétique. Rappelons quand même la grosse différence entre l'Union soviétique et la Chine, c'est qu'en Union soviétique, ils prenaient la dictature du prolétariat, c'est-à-dire de l'ouvrier, alors que la Chine, et en particulier celle de Mao, était fondée exclusivement sur la dictature de la paysannerie. Donc, l'ouvrier d'un côté, le paysan de l'autre. Maintenant, ceci a permis l'évolution d'une chose fondamentale, particulièrement dans les pays asiatiques. Il y a ce qu'on appelle, en fait, dans les pays asiatiques, au prime abord, il faut dire que les gens se sont servis de l'organisation culturelle traditionnelle pour réorganiser leur économie. Donc, en Haïti, par exemple, on aurait fait la même chose à partir de l'ACU. C'est ça. Un noyau fondamental qui serait pris en compte dans l'organisation de la production. Donc, et ceci leur a permis de créer les Shobol en Asie, où il y a un mariage entre l'État et ses communautés, où l'État a financé ces communautés, les a rendues prospères et les communautés eux-mêmes ont créé la rentabilité, ont créé le profit, ont créé les emplois et ont permis à ce que la prospérité puisse s'installer dans ces sociétés-là. Ce que tu as dit la dernière fois, c'était ce que vous avez dit de la dernière fois, c'était le ruissellement enrichir la base par le ruissellement à partir de haut. Oui. Mais ceci a effectivement eu lieu en Asie, parce qu'on a connu, par exemple, dans la littérature de l'économie, ce qu'on appelle les Asian Tigers, les tigres de l'Asie. Et on les a vus à l'œuvre à Taïwan, on les a vus à l'œuvre en Malaisie, au Singapour, plusieurs des pays asiatiques qui se sont servis de ce modèle, Corée du Sud en particulier, où Corée du Sud, le modèle basé sur la culture, et on l'appelait le Mao Lingdong. Donc, où la culture a joué le rôle fondamental de l'organisation de l'économie et l'État, en investissant dans la culture, a permis l'évolution de l'économie capitaliste. Ça a été la grande victoire du président Park. C'est lui qui a inventé ce système. Absolument. Et je rappelle une toute petite parenthèse, c'est que j'ai eu un ami qui est allé en visite en Corée du Sud. Et comme il venait d'Haïti, les officiels qui l'ont reçu lui ont fait savoir que jusqu'à présent, jusqu'à date, la Corée du Sud est reconnaissante à Haïti de ce que, lorsque Park est arrivé au pouvoir et où l'état économique de la Corée du Sud était pire qu'Haïti, Haïti a fait don de $1 000 à la Corée du Sud pour l'aider. Donc c'est vraiment la source fondamentale de l'évolution de l'État capitaliste, du capitalisme d'État. D'une part, c'est le mariage entre le pouvoir d'État et le pouvoir des organisations traditionnelles et des organisations culturelles. Et parce qu'à travers les organisations culturelles, vous avez déjà le noyau, le noyau moral, le noyau éthique, le noyau du travail et la discipline du travail. Une petite question, mais ça c'était avant 49. Non, même après. Après 49? Oui, mais après l'arrivée de Mao, après que Mao ait déclaré? Maintenant, en Chine, ce modèle a été mis en œuvre à travers les autres pays de l'Asie avant la Chine. Ah bon. Okay. Maintenant, après, avec l'arrivée de Deng Xiaoping, il a fallu attendre Deng Xiaoping en Chine pour explorer. Et parce qu'il y a un dicton assez fameux en Chine, c'est qu'ils te disent il ne donne pas beaucoup d'attention au chat, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, dans la mesure où le chat attrape les souris. Oui. Donc c'est vraiment l'adage qui libère l'État et permet à l'État de jouer ce rôle fondamental. Cela dit, le capitalisme d'État originel, c'est-à-dire celui où l'État était propriétaire de tout, ça pratiquement ça a disparu de la surface du globe. Aujourd'hui, la Chine est le pays qui produit le plus de millionnaires depuis qu'on a autorisé
l'accumulation. La propriété privée. Bon, maintenant, c'est vrai aussi de la Russie, c'est vrai de Cuba. Maintenant, il faut additionner une chose peut-être qui dans le discours pour le garder en perspective, c'est que en Chine, ils ont créé ce qu'on appelle les entreprises d'État. Small state-owned enterprise. State-owned enterprise. Mais maintenant, les state-owned enterprise, c'est eux qui ont reçu le financement pour jouer le rôle de developers, les grands investisseurs des États, parce que la Chine, je crois, est divisée en 17 grandes régions économiques. J'ai plus le chiffre, oui. Et la Chine est divisée en un nombre défini de zones économiques, et chaque État a la responsabilité de son économie. Et donc, ils ont une redevance envers l'État central, d'où la force du Parti communiste en Chine. Donc, c'est vraiment l'habilité de fédérer les différentes entités, par exemple, l'habilité de fédérer les LACOU, si on veut parler d'Haïti, qui vous donne l'habilité de l'État de devenir un État prospère. Donc, c'est... En tous les cas... ce qu'on peut dire également, vu l'évolution des choses là maintenant, ça se passe là maintenant, c'est que finalement la Chine a imposé au monde ce modèle. Un modèle absolument unique, à savoir un État totalitaire sur le plan polique. Une économie libérale. Et une économie libérale. Ils ont réussi à marier l'eau et le feu, en quelque sorte, et pour donner... là, actuellement, il y a des gens qui se posent la question de savoir quelle est la première économie du monde. Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est les États-Unis? Maintenant, il y a une chose importante qu'il faut signaler. Aujourd'hui, au Rwanda, le modèle au Rwanda, c'est un modèle qui est basé sur l'organisation culturelle et le mariage du capital avec la culture. Donc, c'est ça le modèle. Le succès du Rwanda, c'est ça. Bon, le succès du Rwanda, c'est d'abord Paul Kagame. Paul Kagame, oui, absolument. Mais non, parce que sans Kagame, ça ne se serait pas passé. Oui, mais avec Kagame qui a pu qui était flexible assez, et qui a pu comprendre le rôle des organisations traditionnelles, des organisations culturelles, absolument, et le rôle également que le capital pourrait jouer dans ce mariage. Absolument. Parce que le tout dépend, c'est la décision de l'État de déterminer quel rôle le capital devait jouer dans le pays. Voilà. Bon, William, nous avons largement dépassé notre temps. Alors, en vraiment 1 minute, entre démocratie occidentale et capitalisme d'État, où se situe Haïti? Bon, en Haïti, nous avons l'État-providence, parce qu'en fait, le discours politique que nous entendons en Haïti depuis des années, depuis des siècles, sinon, c'est un discours que l'État ferait. Nos hommes politiques mènent leur campagne sur la notion que l'État ferait pour vous. Alors que loin de là, et les gens achètent ce discours, parce que les gens qui gagnent les élections en général, ce sont les gens qui promettent que l'État ferait. Mais il se trouve qu'arrivés à l'intérieur des institutions, ils ne peuvent rien livrer. Donc il faudrait que, par exemple, nous autres, on cesse de contempler cette notion de l'État-providence et qu'on commence à manifester notre individualité et à comprendre que la sortie, la traversée du désert, c'est une traversée collective. Ce n'est pas une traversée individuelle, quoique à l'intérieur de cette collectivité, il faut que l'individuel soit en mesure de prendre des décisions. Intéressant. D'accord. Bon, eh bien, encore une fois, merci William, merci de cet éclairage sur le rôle de l'État dans l'économie. Nous avons vu les démocraties occidentales. Aujourd'hui, on a survolé le capitalisme d'État. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.